bonjour. Tous les mois, autour du 25 en général, un chiffre est solennellement annoncé, puis repris, puis gravement analysé, commenté. Ce chiffre, c'est, ouvrez les guillemets, le chiffre du chômage, fermez les guillemets. Mais qu'est-ce que mesure ce chiffre exactement ? Quelle réalité décrit-il? Quelle réalité cache-t-il? On va essayer de le savoir et d'en discuter. Alors pour ça, j'ai deux invités. Christine Herel, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en économie à l'Université Paris 1. Oui. Et Stéphane Junio, bonjour. Bonjour. Vous êtes statisticien, économiste et chercheur associé à l'IRES, qui est l'Institut de recherche économique et sociale. C'est un organisme qui travaille pour tous les syndicats en France. Salariés. Salariés, exactement. Les syndicats de salariés, bien sûr. Alors peut-être pour commencer, et pour entrer tout de suite dans la difficulté du sujet, je peux vous poser une question un peu anodine et c'est vous demander combien il y a de chômeurs en France. Peut-être, je ne sais pas qui a envie de commencer. Pour moi, le chiffre qui est annoncé chaque mois n'est pas le chiffre principal. Et donc, si vous me posez la question, je vous dirais il y a 2,8 millions de chômeurs pour les économistes qui s'intéressent à la conjoncture. Okay. Et il y a 5,7 millions de demandeurs d'emploi tenus à actualiser leur situation et tenus à rechercher un emploi qui sont inscrits à Pôle emploi. D'accord, donc ça, c'est deux chiffres qui ne correspondent déjà pas à celui qui est annoncé tous les mois. C'est ça. Donc on voit bien la difficulté, puisqu'en gros, les chiffres, là, au moment où on enregistre, les derniers chiffres qu'on a, c'est ceux de septembre 2016. Et donc le gouvernement communique sur le fait qu'en catégorie A de Pôle emploi, comme on dit, il y a 3,4 millions de chômeurs. Donc là, vous avez cité 2,8 ou 2,9 et 5,4, c'est ça ? 5,7. 5,7, donc on est déjà complètement perdu. Donc voilà, donc c'est parfait. C'est un peu le but de cette émission, de ce débat, de montrer un peu de quoi on parle. Donc on va peut-être reprendre au début le chiffre sur lequel communique le gouvernement tous les mois et qui est largement repris par les médias ensuite. C'est le chiffre des catégories A. De quoi on parle, Christine Herel ? Alors, la catégorie A, ça correspond à une définition qui est une définition administrative, qui est celle en fait, des demandeurs d'emploi qui sont inscrits à Pôle emploi et qui ne travaillent pas, donc ne travaillent pas du tout, et qui par ailleurs sont activement à la recherche d'un emploi. Donc ça, c'est le critère, enfin disons que la catégorie A, c'est la définition administrative du chômage, préparée par Pôle emploi sur la base de ces registres en fait, dans lesquels sont inscrits les chômeurs. D'accord, donc c'est ce chiffre-là, donc là je rappelle en septembre 2016, 3 400 000, c'est ce chiffre-là qui est actualisé tous les mois et qui donne lieu à tous les débats sur cette année, ce mois-ci, le chômage a monté, a baissé. Alors c'est principalement celui-là effectivement qui est parce qu'il est publié mensuellement, alors que l'autre chiffre du chômage, puisque donc on va y arriver, il y a deux définitions et deux chiffres du chômage, qui est celui qui correspond à la définition du Bureau international du travail et qui est publié donc sur la base de l'enquête emploi réalisée par l'INSEE. Ce chiffre-là n'est disponible que tous les trimestres. Donc on a effectivement une information qui ne va être publiée que tous les trimestres selon la définition du Bureau international du travail. D'accord. Et donc ce chiffre-là, depuis plusieurs années, il est plus bas que celui qui est annoncé par Pôle emploi. Sur l'INSEE, les derniers chiffres connus sont ceux du troisième trimestre 2016, donc de septembre également. Donc l'INSEE annonce 2 800 000 chômeurs. Peut-être je peux vous demander, alors qu'est-ce que c'est la définition qu'utilise l'INSEE, puisqu'on a Pôle emploi qui nous dit 3 400 000 catégorie A, et là l'INSEE qui nous dit 2 800 000. Alors je voudrais juste revenir quand même sur les catégories. On peut revenir sur les catégories. Avant de venir parce qu'en fait, l'inscription, la statistique de gestion, quand on est inscrit sur les listes, un demandeur d'emploi il s'inscrit, il est sur les listes. Après, il peut faire des petits boulots ou pas, parce que notamment les économistes ont incité à développer des petits boulots et le système de l'indemnisation du chômage y incite pour pas trop s'éloigner du marché du travail. En fonction du nombre d'heures, on le met en catégorie A, B ou C. Mais la statistique de gestion, c'est je suis inscrit et je suis tenu à m'actualiser, c'est l'ensemble des ABC. Et ensuite, chaque mois, Pôle emploi extrait ces fichiers et fait un traitement statistique en regardant le nombre d'heures pour les catégoriser en A, 0 heures, B, moins de 78 heures, C, plus de 78 heures travaillées dans le mois. Avant, il faisait un autre éclatement statistique. Je recherche un CDI à temps complet, je recherche un CDI à temps partiel et je recherche un CDD intérim. C'est les catégories 1 à 6. Ouais. Donc, c'est tout ça pour dire que la statistique de gestion, normalement, c'est ABC et pas A. Alors, et ça. Pour revenir à votre question… on peut peut-être s'arrêter juste une seconde du coup sur ABC, puisqu'on y est. Donc, on a la catégorie A qui est la catégorie, on peut dire, un peu phare du discours politique, qui est celle qui est utilisée pour dire le chômage monte, le chômage baisse, etc. Donc, ce que vous dites, c'est que, cette catégorie, en gros, ça décrit des gens qui recherchent un emploi et qui n'ont pas du tout travaillé dans le mois. Or, de plus en plus en France, des gens cherchent un emploi mais ont travaillé un petit peu, voire beaucoup dans le mois. Donc, si je reprends, on a la catégorie B qui correspond à une personne qui cherche un emploi
mais qui a travaillé dans le mois moins de 78 heures, donc c'est en gros un mi-temps, si je comprends bien, à peu près. Ça peut être aussi un CDD court, court. avec à temps plein, ça peut être une mission d'intérim. Donc ça, c'est En catégorie gros, B. il y a une étude de la DARES qui montre qu'en gros, ce qu'on appelle l'activité réduite, donc les demandeurs d'emploi qui travaillent, c'est essentiellement des CDD et des missions d'intérim qui sont en moyenne plus courts que les CDD et les missions d'intérim que ceux qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Et il y a une petite partie, à peu près un quart de tête, qui est en CDI à temps très partiel. D'accord. Donc catégorie B, moins de 78 heures. Catégorie C, je cherche un emploi, mais dans le mois précédent, j'ai travaillé plus de 78 heures. C'est ça. Donc si on additionne ces trois catégories, c'est le chiffre que vous donniez. C'est ça, 5,7. Voilà, on est à 5, alors là même, vous ajoutez sans doute la catégorie D. Non. Non. D'accord. Parce qu'il y a d'autres catégories. Simplement, je dis juste la catégorie D. Ce qui me semble important, c'est les gens qui sont en formation. Je ne les ajoute pas parce que ce qui est important, c'est les personnes qui sont le public de Pôle emploi et qui sont tenus de s'actualiser, qui sont tenus de rechercher un emploi. Si on est en catégorie D, on est dispensé de certaines démarches parce qu'on est censé être occupé à faire des formations, par exemple. Oui, tout à fait. D'accord. Donc les trois catégories principales, ABC, on est à 5,7 millions. Et donc pour revenir aux chiffres de l'INSEE qui correspond à la définition validée par le Bureau international du travail, donc qui permet, si j'ai bien compris, de faire des comparaisons internationales. Donc là, ce chiffre, on est largement en dessous, puisqu'on est à 2 800 000 personnes. Et du coup, comment ça marche? Qu'est-ce que ça définit? Alors, il faut peut-être juste revenir sur le principe de départ. Là, c'est une définition qui va être basée sur une enquête. Donc, une enquête auprès d'un échantillon de la population qu'on va interroger sur sa situation sur le marché du travail. Donc, on est sur du déclaratif. Ça, c'est très, très important de l'avoir en tête. Et donc, pour définir un chômeur, on va utiliser 3 critères qui sont définis par le Bureau international du travail. Donc le premier critère, c'est le fait de ne pas avoir du tout travaillé dans la semaine qui précède l'enquête, qui est ce qu'on appelle la semaine de référence pour l'enquête. Le fait d'être disponible dans les 15 jours pour reprendre un emploi si on en trouve un. Et puis le fait d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, donc des démarches de recherche d'emploi. Mais on est bien sur un critère de déclaration par la personne interrogée. Alors que pour Pôle emploi, on est inscrit sur une liste. On est inscrit sur une liste et on fait des démarches d'actualisation. On téléphone chaque mois ou fait par Internet pour dire j'ai travaillé tant de temps dans le mois. Donc c'est déclaratif, sauf qu'à la différence d'enquête emploi, comme il y a l'UNEDIC derrière, les droits à indemnisation, si on raconte un peu trop n'importe quoi, ça finit par se voir. Voilà, il y a un contrôle, alors que dans le cas de l'enquête emploi, on est sur quelque chose où il n'y aura pas de contrôle ex post de la déclaration faite par Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même, même si c'est déclaratif, c'est considéré comme une méthode sérieuse? Par exemple, il y a combien de personnes qui sont interrogées tous les trimestres? Il y a à peu près 100 000 personnes qui sont interrogées tous les trimestres en étalant l'interrogation sur toutes les semaines. Donc c'est beaucoup quand même, 100 000 personnes. Oui, puis on est sur un échantillon, c'est des méthodes qui sont totalement maîtrisées par les divers instituts statistiques et par l'INSEE en particulier. Donc on est quand même sur quelque chose qui est effectivement très fiable à la fois dans le temps, en termes d'évolution, et puis aussi, comme je le disais au départ, pour les comparaisons internationales, puisque comme c'est une définition harmonisée, on va effectivement utiliser les 3 mêmes critères dans les autres pays. Il peut y avoir de très légères différences dans la façon dont les questions sont posées, les méthodes d'échantillonnage, etc. Mais malgré tout, on est sur une base qui peut se comparer entre les pays. Et l'organisme statistique européen, Eurostat, veille aussi à ce qu'il y ait effectivement des chiffres qui soient harmonisés, qui sont publiés à l'échelon européen. Ça, c'est un point important parce que le chômage, donc déjà, les 3 critères qui ont été indiqués, ce n'est pas juste on pose la question est-ce que vous êtes disponible dans les 15 jours, est-ce que vous avez recherché un emploi. Il y a une liste précise de questions. Donc là, je vous ai amené le questionnaire C2009, mais par exemple, il faut savoir si la personne a fait des recherches effectives. On va demander, par exemple, est-ce que vous avez eu un contact avec une agence d'intérim? Est-ce que vous avez fait une démarche directe auprès d'un employeur? Est-ce que vous avez été dans un salon professionnel? Est-ce que vous avez passé un entretien, un concours de recrutement? Donc c'est une liste de critères assez précis qui finalement finissent par un peu objectiver le contour. Mais la contrepartie, c'est que comme vous l'indiquiez, selon les questions qu'on pose, on n'a pas exactement la même mesure. Donc l'intérêt d'Eurostat, c'est que ça tend à harmoniser progressivement les questionnaires pour faciliter la comparaison au sein de l'Europe, mais cette comparaison est moins facile, je parle avec les États-Unis, parce qu'ils n'ont pas exactement le même questionnaire. À titre d'exemple, l'INSEE fait des révisions de temps en temps de son questionnaire sous l'impulsion d'Eurostat, et il y a eu, au cours des 10-15 dernières années, plusieurs révisions qui ont entraîné une baisse
du nombre de chômeurs au sens du BIT. À la suite de la controverse de 2007-2008, par exemple, on considérait avant en France que le fait de s'inscrire à Pôle emploi, à la NPE, était un acte positif de recherche d'emploi. On considère désormais que ce n'en est plus un. Ça a fait baisser le chômage BIT de 200 000. Et ça vous donne déjà 200 000 personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, mais qui ne sont pas dans le BIT. Parce que là, on vient peut-être au cœur d'un sujet, d'un problème qui est un peu compliqué pour préparer cette émission. Et puis quand on regarde un peu, quand on se demande qu'est-ce que c'est les chiffres du chômage, nous on s'est rendu compte à Mediapart, comme tout le monde, qu'il y a un écart assez fort entre les chiffres annoncés par l'INSEE et les chiffres annoncés par Pôle emploi, et que cet écart s'accroît. En fait, quand on regarde depuis 2009, l'écart est vraiment grand. Donc en 2009, c'est le lancement, la transformation de la NPE en Pôle emploi, la transformation des catégories. On est passé des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc vous parliez catégorie A. Bref, c'est une refonte un peu du système. Donc en 2009, l'écart entre les deux chiffres de l'INSEE et de Pôle emploi n'est pas très grand. Il est d'environ 100 000 chômeurs. Aujourd'hui, en 2016, il est de 600 000 chômeurs. Donc il explose en gros cette différence. Alors, est-ce qu'on sait expliquer pourquoi, tout simplement ? Alors on n'a en fait que des hypothèses. Il faudrait aller plus loin et approfondir cette question avec des enquêtes spécifiques pour avoir des réponses plus précises. Les hypothèses qu'on peut avoir, c'est un certain nombre d'hypothèses qui sont liées aux politiques de l'emploi ou même plus largement aux politiques sociales et au fait qu'on a pu pousser des gens à s'inscrire à Pôle emploi. Par exemple, dans le cadre du RSA, où on a poussé les gens à s'inscrire davantage à Pôle emploi, des personnes qui, par ailleurs, ne sont peut-être pas effectivement à la recherche d'un emploi, donc ils ne vont pas se retrouver dans les chiffres BIT, ou de la même manière, les chômeurs âgés qui maintenant ne bénéficient plus de dispenses de recherche d'emploi, donc restent inscrits là aussi à Pôle emploi, mais par ailleurs, pour certains, ne sont pas dans une démarche de recherche active d'emploi au sens des questions qui sont posées dans l'enquête emploi. Donc voilà, on sait que ce type de mesure peut influencer l'écart entre la définition de Pôle emploi et celle du BIT, du fait donc simplement du critère, notamment de ce critère de recherche d'emploi qui ne va pas être appréhendé exactement de la même manière dans les deux enquêtes. Parce qu'en théorie, quand on est inscrit à Pôle emploi, on est tenu de chercher un emploi. Donc ça veut dire que la définition est plus floue ou plus lâche, entre guillemets. On est tenu, comme le disait Stéphane, de s'actualiser. Alors qu'en réalité, côté BIT, on va avoir une liste de questions plus précises sur ce que signifient ces actes de recherche d'emploi. Par exemple, si vous êtes inscrit, vous pouvez même être dans une démarche active de recherche d'emploi tout en étant inscrit, mais si pendant un mois, je ne sais pas, parce que c'est l'été, vous avez décidé de relâcher la pression ou parce que vous avez en perspective un concours qui est dans 2 mois, vous n'allez pas forcément faire un acte positif au cours du dernier mois, donc vous ne serez pas BIT, alors que si vous êtes interrogé pour l'enquête emploi, alors que vous restez inscrit. Alors réciproquement, il y a aussi des gens qui sont pas inscrits à Pôle emploi et qui se comptent comme chômeurs au sens du BIT. Notamment, ça se voit surtout chez les jeunes qui ne voient pas trop l'intérêt de s'inscrire à Pôle emploi parce que c'est des contraintes, parce qu'ils n'ont pas le droit à une indemnisation, même s'il ne faut pas avoir en tête qu'il y a équivalence entre indemnisé et inscription, puisqu'un demandeur d'emploi sur 2 n'est pas indemnisé. Mais du coup, en fait, ça joue des deux côtés. Vous avez des inscrits qui ne sont pas chômeurs au sens du BIT et des chômeurs au sens du BIT qui ne sont pas inscrits. Mais sur le fond, mon point de vue principal, c'est qu'il ne faut pas chercher à relier les deux indicateurs parce que ces deux indicateurs faits pour deux usages différents qui mesurent deux choses différentes. D'un côté, un indicateur pour étudier la conjoncture, de l'autre, un indicateur pertinent pour suivre les bénéficiaires d'un service public de l'emploi qui, dans ce cadre-là, conduit à s'interroger sur l'ensemble des catégories ABC. Après, c'est intéressant de nuancer, de savoir que parmi l'ensemble des ABC, certains font de l'activité réduite, d'autres pas. Mais pour moi, c'est deux indicateurs pour deux sujets différents. Et donc, sinon, si vraiment pour faire des études ponctuelles pour essayer de rechercher, il y a des moyens techniques, il faut apparier les deux fichiers. Donc après, c'est une question de est-ce que les services statistiques ont le temps et l'ont fait, et voilà. D'accord. Parce qu'après, une fois qu'on a dit que du coup, je pense qu'on a à peu près compris que ces chiffres sont différents et sont fabriqués de façon différente, il y a une question un peu bête, c'est pourquoi c'est important de savoir à la fois de savoir qu'il y a une différence, et du coup, de façon induite, pourquoi c'est important de connaître les bons chiffres avec beaucoup de guillemets. Pourquoi c'est important de connaître les chiffres du chômage? Est-ce que c'est un sujet un peu brûlant? Est-ce qu'il faut savoir qu'on a... Est-ce que c'est la même chose de dire qu'on a 3 millions de chômeurs ou 5 millions de chômeurs? Est-ce que c'est la même chose de dire que Pôle emploi doit suivre 3 millions de personnes, 5 millions de personnes? Moi, je pense qu'il y a une autre question que vous n'avez pas posée, mais qui est est-ce que c'est important de le suivre chaque mois? Tout à fait. Je pense que c'est d'abord la première question. Alors, on va dire d'un point de vue purement de commentaire de politique et peut-être journalistique ou médiatique,
La réponse est oui, parce que voilà, parce que c'est une tradition et que ça permet de mesurer, entre guillemets, l'activité du chômage, l'activité du gouvernement. Je pense que ça s'est accentué sur les dernières années. Je pense que c'est aussi pour des raisons politiques, c'est aussi du fait que François Hollande avait affiché ce critère comme un des critères de succès de ses politiques. Et juste avant, il y a eu Dominique de Villepin qui avait annoncé une baisse de 100 000 dans les 6 premiers mois. C'est devenu aussi un affichage politique, mais je pense que ça l'était moins il y a une dizaine d'années, et que pour le coup, c'est une évolution qui n'est pas très positive, parce que du point de vue économique, ça n'a pas tellement de sens, effectivement, de regarder des évolutions mensuelles. Même si on avait les 2 chiffres tous les mois, ça n'aurait pas grand sens de commenter ces évolutions mensuelles. Donc le trimestriel, c'est très bien, je pense, pour mesurer les évolutions conjoncturelles du chômage, comme le rappelait mon collègue. Et puis finalement, ce qui intéresse, du point de vue des économistes, ce qui nous intéresse, c'est surtout les évolutions. C'est pas forcément le niveau en tant que tel. Alors après, quand on fait des comparaisons internationales, oui, il y a des travaux qui vont s'interroger sur les explications des écarts de chômage entre pays. Mais sinon, du point de vue juste du cas français, c'est quand même la dynamique qui est la plus intéressante. Et ça, c'est quelque chose qui ne se mesure pas mois par mois. D'accord, alors c'est intéressant parce que vous avez tous les deux répondu à une commission d'enquête du Sénat récemment qui a rendu en octobre, donc qui s'intéressait sur les chiffres, qui s'interrogeait sur les chiffres du chômage. En octobre, ils ont rendu un rapport en disant c'est vrai que le chiffre de l'INSEE au sens du BIT est plus intéressant, mais il faudrait le produire tous les mois. Du coup, bon, ils ne vous ont peut-être pas bien entendu. Alors, je pense qu'ils ont entendu le fait que le chiffre du BIT était quand même celui qu'il fallait privilégier en termes d'analyse économique. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'ils ont compris. Par contre, effectivement, après, le fait de prôner une enquête mensuelle pour avoir des chiffres mensuels, bon, ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on peut proposer, parce qu'il y a un coût, je pense que c'est un coût supplémentaire qui ne paraît pas tellement justifié par rapport à l'intérêt d'avoir un chiffre mensuel. Moi, en fait, j'ai eu l'impression d'un paradoxe, parce que d'un côté, il y avait des interrogations sur mais est-ce que c'est vraiment utile d'avoir des chiffres chaque mois, en ayant surtout en tête d'ailleurs les DEFM. Puis en même temps, il y avait volonté de passer au mensuel pour le BIT. Donc moi, la question que je me pose, c'est surtout en termes de politique publique, est-ce qu'un mois, c'est un délai suffisant pour réagir, mettre en œuvre une politique, infléchir le mouvement? Non, donc ça ne sert à rien. Par contre, je pense que l'intérêt principal, c'est effectivement d'alimenter le débat, la discussion, de faire de la page dans les journaux aussi, faut le dire. Tout à fait. C'est vrai qu'on voit et on a entendu des ministres du Travail successifs, notamment François Rebsamen, qui était ministre du Travail avant Myriam El Khomri, pester très fort sur le fait de commenter mensuellement ce chiffre, et que vraiment, et donc bon, évidemment, par ailleurs pour lui c'était un chiffre qui augmentait tous les mois, donc c'était difficile, mais bon, clairement il a dit publiquement qu'il trouvait que c'était relativement stupide. Oui, on peut ajouter, je pense que ça mobilise aussi une partie de l'administration statistique, sociale, du travail sur quelque chose qui franchement est aussi une perte de temps, parce qu'il y a beaucoup de gens mobilisés autour de ça, de ce chiffre du chômage et des commentaires qui vont avec. Alors que on pourrait peut-être consacrer plus de temps à autre chose. Donc tous les mois, c'est énorme en fait en termes de récurrence de cette question et de production autour de ça, de notes, de commentaires. Et là-dessus, justement, il y a des sujets qui pourraient être creusés, qui sont la récurrence des inscriptions, par exemple. Ça veut dire quoi la récurrence? Par exemple, quand on se pose la question de l'activité réduite, une des questions, c'est de savoir est-ce que ceux qui font de l'activité réduite en font tous les mois? Est-ce qu'ils en font une fois de temps en temps? Et combien il y a de demandeurs d'emploi inscrits qui n'en font pas du tout depuis des années? Parce que quand on regarde l'inscription de longue durée, les demandeurs d'emploi de longue durée, tels qu'ils sont indiqués dans la publication mensuelle, c'est des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi depuis un certain temps, quelle que soit leur catégorie entre ABC. Si vous avez fait 5 mois de A et 7 mois de B ou C, c'est-à-dire que vous avez travaillé un peu, et vous êtes un chômeur de longue durée. Et on voit bien que le sujet n'est pas le même si on est chômeur de longue durée sans avoir jamais travaillé qu'en ayant travaillé. Donc ça, c'est un sujet qui pourrait travailler. Et donc vous dites qu'aujourd'hui, on peut pas Pôle emploi ne sait pas mesurer si quelqu'un travaille, fait des CDD de 2 semaines pendant 2 mois, puis ne peut rien pendant 6 mois. Pôle emploi allait donner, la DARES allait donner depuis des années, ça s'appelle le fichier historique des demandeurs d'emploi. Sauf qu'ils n'ont pas le temps d'exploiter. Ils n'ont pas le temps d'exploiter parce qu'ils mettent les moyens sur la publication mensuelle. De la même façon. C'est-à-dire qu'on ne décrit pas vraiment, on ne sait pas décrire ce qui se passe aujourd'hui dans le paysage de l'emploi en France. On ne prend pas le temps de bien décrire. Pas plus qu'on étudie de façon détaillée quelles sont les prestations qu'offre Pôle emploi. Combien de demandeurs d'emploi bénéficient de quelles prestations? Quel type de demandeurs d'emploi bénéficient de quelles prestations? Quel type de demandeurs d'emploi ayant bénéficié de tel type de prestations sont sortis des listes? Tous ces travaux sont possibles avec les données qui existent, mais ne sont pas exploités parce qu'on est dans la conjoncture mensuelle. D'accord. Alors c'est peut-être là qu'il faut rappeler le chiffre que vous avez déjà cité, mais c'est que tous les gens qui sont inscrits à Pôle emploi ne sont pas indemnisés.
Oui, on a à peu près la moitié des gens qui sont inscrits. Et ça, c'est inscrits quelque chose qui est un peu fixe. C'est stable sur les dernières années. La moitié des gens qui sont inscrits ne touchent pas d'indemnisation. Voilà, c'est important, je pense, à rappeler parce que c'est pas du tout inscrit dans la tête des gens. Alors pourquoi ces personnes ne touchent pas d'indemnité soit parce qu'ils sont en fin de droit, soit parce qu'ils n'ont pas de droit ouvert pour des questions de cotisation, ils n'ont pas suffisamment cotisé précédemment, donc il peut y avoir différentes situations. Parce qu'ils sont jeunes, Voilà, ça peut être des jeunes qui rentrent sur le marché du travail, ça peut aussi être des... Voilà, même si la condition d'entrée dans l'indemnisation est relativement souple en France, parce que 4 mois de cotisation, c'est quelque chose qui est quand même relativement court comparativement à d'autres pays européens, en tout cas. Il n'empêche que tout le monde ne remplit pas ce critère. Et puis après, on a tous ceux, effectivement, qui, parce qu'ils ont cotisé pour une période relativement courte, vont arriver vite aussi en fin de droit. Donc la question de l'indemnisation se repose très rapidement pour ces personnes. Ce qui veut dire aussi que ceux qui pensent qu'on ne reste inscrit que pour l'indemnisation, on exagère un peu. C'est-à-dire qu'on observe en général des petites pointes de sortie en fin d'indemnisation, mais les gens ne disent pas « tiens, je ne suis plus indemnisé, donc je ne m'inscris pas ». Il y a des gens qui restent pour bénéficier des services, des offres d'emploi, de l'accompagnement, peut-être des formations. Alors, donc je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a des gens qui croient, qui pensent que Pôle emploi peut les aider. Il y a aussi, c'est vrai, un certain nombre de droits qui sont liés au fait qu'on est inscrit. Les communes ou les collectivités peuvent faire des tarifs sociaux, par exemple, qui font qu'on a intérêt à être inscrit. Mais je pense qu'on ne s'inscrit pas uniquement pour bénéficier de ressources. On s'inscrit parfois aussi, et d'un certain nombre. Enfin, il suffit de faire des entretiens en général de terrain pour voir que les gens, il y en a certains qui pensent vraiment qu'on peut les aider. Voilà. Et ensuite, je voulais juste dire aussi qu'il faut déconnecter le droit à l'indemnisation ou pas des catégories ABC. C'est-à-dire qu'on peut travailler 78 heures dans le mois précédent, donc être plus de 78 heures d'être en catégorie C et avoir une indemnisation ? Bah oui, puisque l'indemnisation de chômage prévoit la possibilité de cumuler une allocation avec un emploi pour inciter à la reprise, pour ne pas s'éloigner trop durablement du marché du travail. Donc des indemnisés et des non indemnisés, il y en a dans l'ensemble des catégories, enfin des A, dans les B, dans les C. D'accord. Et peut-être pour finir, sortons de la France, mais quand on a préparé l'émission, vous m'avez parlé des États-Unis et en gros, vous nous avez mis en garde sur d'autres chiffres qui est le chiffre du taux de chômage, c'est-à-dire combien de personnes actives sont au chômage ou sont en emploi. Donc peut-être que vous pouvez nous raconter ce que c'est, parce que je trouve que c'est intéressant pour dire, en gros, attention aux chiffres pour dire les choses. Alors le cas américain, en fait, c'est simplement parce que aux États-Unis, on mesure le taux de chômage de la même manière qu'en France, avec une enquête auprès de la population. Et donc, ce qu'on observe, donc cette définition est assez proche de celle du Bureau international du travail. Et donc, ce qu'on observe dans la crise de 2007-2008, c'est donc une augmentation de ce taux de chômage qui a dépassé les 10% à ce moment-là. Et puis, en parallèle, une baisse du taux d'emploi, ce qui est totalement aussi attendu pendant la crise. En revanche, ce qui est moins attendu dans la suite de la trajectoire, c'est à partir de 2009-2010, c'est qu'on voit le taux de chômage qui baisse, donc qui revient à un niveau qui s'approche du plein emploi, alors que le taux d'emploi étant à 5%. Voilà, c'est ça, donc on s'en approche aux États-Unis aujourd'hui. En revanche, le taux d'emploi, lui, reste à un niveau bas, historiquement, par rapport donc, à ce qu'il était avant la récession de 2008. C'est-à-dire qu'il a baissé en 2008-2009 et qu'il est resté très bas. Il est resté à un niveau bas. Même si le taux de chômage a baissé, le taux d'emploi n'a pas remonté. Ce que ça signifie, en fait, donc le taux d'emploi, c'est le nombre de personnes en emploi divisé par la population de la tranche d'âge qu'on va prendre en compte. Donc, ce n'est pas le même dénominateur que pour le taux de chômage. On parle c'est une fraction de la population en emploi. Donc, pour expliquer cette tendance, en fait, la seule façon de l'expliquer, c'est de se dire que on a eu effectivement une baisse du chômage, un maintien de la population, un maintien à un niveau bas de la population d'emploi. Ça signifie nécessairement que l'inactivité a augmenté. Oui, parce que là, il faut peut-être souligner le fait qu'il y a 3 catégories en gros de personnes. On a 3 catégories. Jusqu'à maintenant, on a parlé des chômeurs, et des gens au travail. Voilà, mais il faut donc, quand on décompose l'ensemble de la population d'âge actif, on va effectivement les répartir en 3 catégories. Les chômeurs, les personnes en emploi et les inactifs. Et donc aux États-Unis, ce qui se passe en fait, c'est des phénomènes de vase communicants entre ces différentes catégories, c'est ça qu'on a observé, et avec donc une baisse du taux de chômage qui, pour le coup, correspond en fait à une augmentation, se fait en parallèle d'une augmentation du nombre d'inactifs. Ce qui signifie que du coup, en termes d'interprétation de l'état du marché du travail américain, on n'a pas du tout la même image si on regarde seulement le taux de chômage où on se dit les États-Unis tout va bien, ils reviennent au plein emploi et donc voilà, pas de problème.
Et si on regarde le taux de chômage, l'inactivité et le taux d'emploi, où là, ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, le marché du travail américain ne s'est pas totalement redressé depuis la crise et qu'on a toujours des problèmes d'intégration sur le marché du travail. Ça veut dire quoi? En gros, c'est des gens qui sont sortis. Ça veut dire que c'est des gens qui sont sortis parce qu'ils plus. se sont découragés et que donc ils ne sont même plus à la recherche d'un emploi. D'accord. Et donc ils ne se déclarent plus à la recherche d'un emploi, donc ils sont sortis du des coup chiffres. hors des chiffres du chômage. D'accord. Et donc, comme je vous le disais effectivement lorsqu'on en a discuté, ce que ça montre aussi, c'est que dans le cas français, d'un certain point de vue, le fait d'avoir un taux de chômage élevé n'est pas forcément en soi un si mauvais indicateur. Ce que ça signifie aussi, c'est que nous, on a aussi en France la capacité, grâce à nos politiques publiques, de faire en sorte d'éviter que les gens sortent définitivement du marché du travail vers l'inactivité quand on est dans une période de conjoncture difficile. Et ça, c'est aussi un objectif des politiques de l'emploi, en fait, de maintenir le lien avec le marché du travail. Et le chômage, c'est plus proche du marché du travail que l'inactivité. Donc, pour reprendre les chiffres du début, si on additionne les catégories A, B, C données ou comptabilisées par Pôle emploi, c'est pas parce que les chiffres montrent que c'est forcément mieux que s'il y avait un taux de chômage plus bas dans d'autres pays aux États-Unis. C'est-à-dire que les gens restent près du marché de l'emploi. Ça veut dire que développer l'activité réduite, donc B et C, ça peut être utile. Et du coup, ce qui est intéressant dans les statistiques de gestion, c'est plutôt que d'ignorer les B et C, c'est bien de regarder l'ensemble des catégories et de voir parmi eux combien font de l'activité réduite. En fait, sur longue période, on voit que ça explose. Au début des années 90, il y avait 10% grosso modo des inscrits qui faisaient de l'activité réduite. Et maintenant, c'est 36%. D'accord, donc c'est une transformation du monde du travail en fait. Oui, alors après, il y a toute la question derrière qui est celle des trajectoires. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, savoir ce que deviennent ces personnes en fait. Et cette question-là, pour le coup, on manque un petit peu d'informations et d'études spécifiques sur ça, sur les trajectoires des personnes qui sont en activité réduite à un moment donné. Ce qui est important, c'est d'en sortir vers l'emploi. Bien sûr, dans la mesure. Et ça reflète effectivement des transformations du marché du travail qui ont été largement là aussi provoquées par les politiques publiques. Et aussi en partie du point de vue du chômage, par les règles d'indemnisation du chômage, puisqu'il est aujourd'hui possible effectivement de cumuler l'indemnisation du chômage avec des revenus du travail. Donc ça rend soutenable pour certaines personnes le fait d'avoir des temps partiels courts ou des missions de durée réduite, comme ça a été évoqué. Voilà, mais c'est vrai que je pense qu'il faut bien garder en tête qu'au-delà du coup du chiffre instantané du chômage, après la question ça va être la trajectoire de ces individus et ça, on n'a malheureusement peut-être pas assez d'informations encore à ce stade sur ces éléments. Voilà, on a un conseil à donner à Pôle emploi pour les années à venir, pour le travail. Le conseil serait plutôt donné non seulement à Pôle emploi, mais aussi à la DARES. La DARES, c'est l'Institut statistique du ministère du Travail. Exploitez vos données. Utilisez vos données pour qu'on en sache plus. Pour donner des informations qu'on n'a pas actuellement, plutôt que de nous répéter chaque mois des informations redondantes. Ok, voilà. Je pense que sur ces conseils, on peut se quitter. Merci beaucoup pour ces explications qui, j'espère, auront un peu éclairé les subtilités et les complexités des chiffres du chômage. Et donc, à bientôt. Merci.